Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant avec vous, Yvan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en pleine guerre mondiale, en 1943. Précisément dans l'horreur des camps de concentration où des couturières déportées ont été contraintes de faire de la haute couture. Oui. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase ? La mode est le seul et unique pouvoir le plus fort de tous. Je l'ignore. C'est Adolf Hitler qui a dit ça. Alors, moi, j'ai un petit peu travaillé sur le rapport du Troisième Reich aux vêtements et à la mode. Vous le savez aussi, beaucoup de gens savent que l'apparence était un élément important de la propagande nazie, qu'ils étaient bien habillés, mais je ne connaissais pas cette phrase. Je l'ai lue dans un livre exceptionnel écrit par une historienne de la mode anglaise qui s'appelle Lucy Adlington. Son titre, c'est Les couturières d'Auschwitz, et il raconte l'histoire invraisemblable de l'atelier de haute couture installé dans le plus grand camp d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un atelier de haute couture à Auschwitz, ça semble complètement absurde, évidemment, et pourtant ça a existé. Alors d'abord, il faut savoir qu'avant la guerre et avant la prise de pouvoir par Hitler en 1933, l'industrie textile allemande repose en grande partie sur la population juive. 85% des grands magasins et des chaînes de négoce appartiennent à des juifs allemands. Berlin est un grand centre de la mode et du prêt-à-porter féminin avant l'heure. Ça va être complètement détruit par les Allemands. Il y avait un quartier qui est un peu l'équivalent du Sentier à Paris et qui faisait de Berlin une capitale de la mode, et ça va être vraiment écrasé par les Allemands. Mais les nazis se mêlaient vraiment de la mode ? Oui, Stéphane, pour les nazis, la mode étrangère, et notamment la mode parisienne, qui domine la scène européenne à ce moment-là, est associée à la décadence, à la perversion de la société moderne. La mode produite par les juifs est donc à bannir. D'ailleurs, une bonne femme aryenne, c'est une femme qui ne porte pas de talons, pas de maquillage, mais de solides tabliers bavarois. C'est pas complètement une blague, il y a vraiment une exaltation des costumes traditionnels et régionaux. Ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup des femmes des dignitaires nazis étaient friandes des beaux vêtements produits par les juifs. Amy Goering, par exemple, regrettait que les magasins juifs soient boycottés. Magda Goebbels regrettait la fermeture de son salon de couture préféré. Elle disait « Nous savons pourtant qu'avec les juifs, c'est aussi l'élégance qui disparaît de Berlin ». Et bien après la mise en place des lois anti-juives, beaucoup de ces femmes continuent de faire travailler en cachette leurs couturières juives. Elles vont même dans les ghettos passer leurs commandes et faire leurs essayages auprès de ces couturières. Mais il y en a une qui va aller beaucoup plus loin, c'est Hedwig Höss, la femme du commandant du camp d'Auschwitz. Et c'est elle qui va créer un atelier de haute couture à Auschwitz. Oui, l'histoire est vraiment incroyable. Frau Höss a à son service une jeune déportée qui s'appelle Martha, dans sa villa aux abords du camp. Martha s'occupe du ménage et des enfants. Et un jour, Hedwig lance « J'ai besoin de quelqu'un qui sache travailler la fourrure ». Martha répond qu'elle sait le faire, c'est son métier avant la guerre. Et Hedwig Höss est si satisfaite du résultat qu'elle fait installer un petit studio de couture dans les combles de sa villa. Mais il y a tellement de demandes de la part des femmes SS et des femmes des responsables nazis qui vivent à Auschwitz que Hedwig Höss a l'idée de créer un vrai salon de couture. On est en 1943. L'atelier ouvre dans le bâtiment administratif du camp, un immeuble de 5 étages, qui abrite aussi un salon de coiffure et un institut de beauté. Mais c'est un salon qui fonctionne réellement comme une maison de couture ? Ouais, exactement. Les clientes arrivent, discutent avec Martha, qui a été affectée à la direction du salon. Elles choisissent dans des magazines de mode les modèles qui leur plaisent, des manteaux, des robes du jour ou de soirée, de la lingerie. Les couturières réalisent tout de A à Z, depuis le dessin du modèle, la conception du patron, le choix du tissu, jusqu'à la réalisation d'une toile. Elles font les essayages avec les femmes, le montage de la robe, évidemment, tout comme dans un studio de haute couture, avec les mêmes exigences, sauf qu'elles sont là, à manier de la soie délicatement, à quelques mètres vraiment des chambres à gaz. C'est l'autre aspect hallucinant de cet endroit. Il ne subit aucune des pénuries qui touchent l'Europe en guerre. On trouve tout à Auschwitz, volé dans les bagages des déportés, du tissu bien sûr, y compris de la soie, du satin, etc., mais aussi du fil, des ciseaux, des mètres rubans, même des fermetures éclairs, des boutons pression, des épaulettes, il y a absolument tout. Rapidement, une vingtaine de couturières travaillent dans l'atelier et répondent aux demandes des SS présentes à Auschwitz, mais aussi à des commandes qui viennent de tout le Reich. Alors le délai à peu près pour une robe, c'est de 6 mois à Berlin. En expliquant qu'il y a trop de commandes et pas assez de main-d'œuvre, Martha réussit à faire embaucher, entre guillemets, d'autres déportés dans l'atelier parce que les conditions y sont bien meilleures, évidemment, que dans le camp. Alors Martha fait venir Irène, par exemple, qui est une amie d'enfance. Irène fait venir Bracha, qui fait venir sa sœur, Katka, etc. Il y en a une trentaine au final. Ces femmes, elles ont survécu. Par leur talent de couturière, elles ont pu échapper à la mort et raconter cette histoire qui est encore assez méconnue. Incroyable.
Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup Ivan. Et pour vous, chers auditeurs, qui souhaiteraient en savoir davantage, on ne peut que vous recommander donc le livre de Lucy Aldington, Les couturières d'Auschwitz, paru dans la collection Histoire des éditions Payot. Dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castello-Lopez et ses croisières.